Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Comme vous le voyez, on est cosy aujourd'hui. Petit fauteuil comme toujours, petit thé, petit toutou qui tient chaud, petit plaid. On est cosy pour cet update, voilà, dans une ambiance hivernale avec un nez bouché que je pense vous entendrez durant cette vidéo. Voilà, donc j'ai lu pas mal de choses dernièrement, j'ai pas eu trop le temps de filmer, c'était un peu la galère. Là, les vidéos que vous avez vues dernièrement, c'était des vidéos qui étaient tournées pas mal à l'avance, parce qu'en fait, comme tout le monde, hein, je pense, j'ai été tellement débordée durant la période des fêtes que j'ai eu très peu de temps pour moi, ce qui était assez compliqué. Donc je vous fais cet update aujourd'hui pour vous présenter du coup les dernières lectures effectuées, vous dire ce que j'en ai pensé évidemment. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du j'ai pas aimé du tout, il y a un peu de tout. On commence de ce pas, j'ai lu Dr Inugami de Suehiro Maruo. Ça j'ai pas tellement aimé, c'est un manga du coup de Suehiro Maruo, j'avais envie d'essayer un peu ce mangaka qui est considéré comme l'un des mangaka classiques de l'horreur. Ça n'a pas été une très grande réussite pour moi, Suehiro Maruo. Excepté pour le manga Vampire que j'ai bien aimé, et ça n'a pas été, et encore on en reparlera, mais ça n'a pas été une réussite. Donc ici pour Dr Inugami, plus parce qu'il s'agissait résolument plus d'un manga d'action plutôt que d'un manga horrifique, ce qui fait que forcément je n'ai pas été très conquise. Ce n'est pas un mauvais manga, mais ce n'est pas un très bon manga non plus. On nous parle de personnes qui ont des capacités spéciales. Et qui savent maîtriser plus ou moins les yokai, voilà. J'ai lu également Je suis Shingo, tome 1 de Kazuo Umezu, qui là aussi est un manga d'Umezu que je n'avais pas découvert, tout simplement parce qu'il s'agit plutôt d'une histoire de science-fiction ou classique, plus que d'un manga d'horreur. Donc là aussi, pour cette raison, je n'ai pas été résolument conquise. Ici, on va suivre un petit garçon qui en fait va apprendre que dans la boîte de son père, il y a une nouvelle machine qui arrive. Une nouvelle machine aux capacités exceptionnelles, et donc du coup il va vouloir découvrir ce que c'est, il va rentrer dans l'usine de son père pour savoir de quoi il s'agit, et il va s'éprendre d'une petite fille, voilà, ce sont deux petits enfants qui tombent amoureux, quoi. Et c'est mignon, c'est cocooning, mais c'est pas extraordinaire, voilà, ça m'a pas donné envie de lire la suite. Pourtant il y a beaucoup de tomes, hein, donc je pense que les surprises doivent être au rendez-vous dans la suite, hein, dites-moi. Mais j'ai pas eu envie de lire la suite, ça m'a pas hypé, parce que c'est une histoire pipoune de science-fiction. C'était pas forcément ce que j'avais envie de lire. J'ai lu également Tomino la maudite, tome 1 de Suehiro Maruo. Je vais être assez rapide sur ces mangas puisque mes avis seront sensiblement les mêmes. Tomino la maudite, ce n'était pas une mauvaise lecture, mais ça n'a pas été là aussi un coup de cœur me concernant. Je pense que je ne suis pas faite, malheureusement. Ça arrive, hein. Pour la plume de Suehiro Maruo, voilà, ce n'est pas mon créneau, c'est pas mon délire. Je n'arrive pas à rentrer dans les histoires, et là il s'agit résolument uniquement de ce problème. Et là pour les deux mangas que je vous ai présentés, donc là à l'instant, il s'agit résolument de ce problème, c'est-à-dire que ce n'était pas mon délire, je ne suis pas rentrée dans les histoires. En revanche, pour celui que je vais vous présenter maintenant, c'est bien plus problématique. Le monstre au teint de rose de Suehiro Maruo a fait partie également de mes lectures. Quand je vous ai dit que vraiment je n'ai pas lâché l'affaire, vous avez été nombreux à me dire que c'était un bon mangaka, donc j'ai voulu tenter le coup. Ça arrive, des fois c'est pas ton truc, et je pense que quand c'est pas ton truc, il faut pas tenter. C'est tant pis. Et Suehiro Maruo, c'est un peu le cas en fait. Je pense que j'ai persévéré, mais des fois quand t'aimes pas quoi. Il faut pas insister. Et le monstre au teint de rose, là c'est pire que ça. C'est pire que ça encore. C'est que j'ai détesté cette lecture. Je l'ai haï, je l'ai détesté. Je n'ai même pas fini mon manga tellement vraiment j'étais consternée par ce que je lisais, quoi. Dans le monstre au teint de rose, on a plusieurs histoires, et dans le monstre au teint de rose, en fait, on a des mises en scène avec des femmes qui sont extrêmement choquantes. Je n'aime pas, en fait Suehiro Maruo, ça a été le cas dans certains de ses mangas, et c'est pour ça que je vous dis souvent que je sais pas si je suis faite pour le genre de l'héros guro en manga, parce que c'est très particulier, et je crois que, je sais pas si c'est pour moi, en fait. Et là j'ai eu beaucoup de mal dans le monstre au teint de rose avec le traitement de la femme. Ça m'a extrêmement gênée. La femme ne sert qu'à une chose, la femme est exploitée, sexuellement, hein, je parle, de façon très violente. Genre vraiment, mais écœurant. En fait je ne lis pas pour lire des scènes dégueulasses à répétition, des scènes de viol à répétition. Je vous en avais déjà parlé, je ne supporte pas ça. Ou alors je veux que ça serve au récit, si vous voulez, à la limite, quoi.
et que ça soit dénoncé. Là, ça sert pas au récit, c'est pas dénoncé, tu te dis qu'est-ce que je suis en train de lire? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans le futur? Ce que je suis en train de lire, pas grand-chose, résolument pas grand-chose. Donc ouais, non, non, j'ai pas aimé. On passe à autre chose, voilà, hein, je vous ai présenté très rapidement ces mangas que je n'ai pas aimés, je n'avais pas envie de m'éterniser là-dessus. On va passer à quelque chose de plus intéressant. J'ai lu Un prisonnier modèle de Paul Cleave. Ça fait très longtemps que je dois lire la suite d'un employé modèle, qui est donc celle-ci. Je ne vais évidemment pas vous parler du synopsis, qui serait un spoil énorme si vous avez envie de lire la saga. Ce que je peux vous dire en l'occurrence, c'est que dans cette saga, on suit le personnage de Joe, pas Joe Goldberg comme dans You, mais Joe Middleton, un personnage qui s'en rapproche, en plus c'est assez rigolo, ça m'a fait sourire des fois de faire le rapprochement entre le Joe de la série You et le Joe de Paul Cleave, j'ai trouvé ça très rigolo. Et donc du coup, on suit Joe. Joe, c'est un gros psychopathe, c'est un serial killer, c'est un détraqué de la teuté, quoi. Et on suit sa voix, c'est-à-dire que tu lis ses pensées dans ce récit. Et en fait, il se fait passer pour plus bête qu'il est, Joe. C'est sa petite stratégie. Pour pas qu'on le soupçonne, pour pas qu'on se dise, mais attendez, mais c'est lui le boucher de Christchurch. Bah en fait, il se fait passer pour un teuteux. Et il est là en mode, je suis pas, non, moi je suis pas assez futé, vous comprenez, pour mettre en scène des plans aussi macabres et machiavéliques. Et donc on va suivre ce petit personnage. Alors je sais, comme ça a l'air très macabre, et ça l'est. C'est assez glaucasse, c'est assez particulier de rentrer dans les pensées de ce personnage aussi qui est franchement tordu, mais c'est aussi très amusant. Voilà, moi c'est ça que j'aime dans cette saga et que j'ai aimé et aussi dans ce tome 2, c'est que c'est une saga qui est très amusante. Voilà, tu lis et puis tu vois pas le temps passer, c'est très rigolo, c'est très divertissant, l'écriture de Paul Cleave est extrêmement dynamique, ce qui fait que t'as envie de continuer, t'as envie de tourner les pages inlassablement sans t'arrêter. C'était très... ouais, très très chouette comme lecture, j'avais envie de... voilà, c'est assez rigolo, mais quand t'enchaînes les défaites comme je vous ai présenté là, au début, t'as envie de lire un truc où tu te dis, bon, normalement ça devrait le faire, ça s'enchaîne bien, c'est un page turner, c'est un truc qui devrait me plaire, et là c'est clairement ce dont j'avais envie quand je me suis lancée dans Un prisonnier modèle de Paul Cleave. Je voulais un truc où je me dise, ouais, là c'est sûr ça le fait. Et franchement, ouais, ça m'a fait sortir un peu de ma torpeur. Donc c'était chouette. Si vous avez envie de lire une saga sympa, je vous conseille du coup de commencer par Un employé modèle et d'enchaîner sur ce petit livre qui fut une belle réussite. Ensuite, j'ai lu un grand classique que je devais lire pour le challenge de la crypte. C'est cool parce que le challenge de la crypte, ça me permet chaque année de sortir des livres que j'ai du mal à sortir de ma bibliothèque. Et c'était le cas pour celui-ci, alors que pourtant c'était super. C'est La guerre des mondes de H.G. Wells. Dans La guerre des mondes, nous allons suivre tout simplement une apocalypse, hein. Voilà, une apocalypse complète, c'est-à-dire que les êtres humains, ils sont bien, ils sont sur la Terre, et puis quelque chose s'écrase sur la Terre. Et en fait, les extraterrestres, les martiens plus précisément, commencent à envahir la planète et à détruire les êtres humains. Voilà, je vous ai fait un topo assez rapide, qui je l'espère fut assez clair. Et donc, nous on va suivre cette catastrophe totale, hein, puisque les êtres humains vont être totalement paniqués par ce qu'il se passe. Et en fait, c'est assez intéressant parce que on suit plusieurs moments de cette apocalypse. L'avant, le pendant, l'après. C'est très très bien foutu, j'ai bien aimé. Il y a des phrases qui m'ont pas mal marqué. Wells compare l'homme à une fourmi. Il y a des phrases qui m'ont vraiment marqué et j'ai trouvé assez terrifiant l'impuissance qui est décrite dans ce récit, l'impuissance de l'humain en fait, par rapport à ses forces supérieures. C'est-à-dire que t'as vraiment le sentiment dans ce récit que l'être humain, il subit complètement la situation et en fait il lui est compliqué de se défendre et c'est très très terrifiant. Ouais, moi j'ai bien aimé. Il y en a certains parmi vous qui m'ont dit, en fait c'est assez mitigé les avis. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont bien aimé comme moi, il y a des gens qui ont détesté. J'ai passé un très bon moment et H.G. Wells en général, les récits que j'ai lus de lui pour le moment furent des très bons moments. Donc écoutez, c'était encore une réussite. Après moi je suis très friande de ce délire-là. J'avais lu l'île du Docteur Moreau, j'étais aussi très friande du délire de l'île du Docteur Moreau. Un très bon classique que je suis très heureuse d'avoir découvert, puisque franchement ça valait le coup de cidre quoi.
J'ai lu ensuite Playground de Aaron Beauregard. Alors là, on est dans un total changement de registre. Je vous ai montré là des trucs un peu, voilà, un classique, des mangas, un livre, un thriller un peu rigolo. Là, on est dans un récit gore et absolument écœurant. C'est-à-dire, dans Playground, on va suivre en fait une femme et son assistant. Et cette femme, avec l'aide donc de cet homme, va attirer des parents et leurs enfants dans son manoir afin de tester un tout nouveau terrain de jeu qu'elle aimerait mettre voilà, au test, tout simplement. Donc elle va faire venir ses parents et ses enfants. Comme vous vous en doutez, le terrain de jeu ne s'avère pas être celui qu'il est. Et nous allons être dans une sorte de Squid Game avec des gosses, un saut avec des gosses. C'est terrifiant. Tout en sachant qu'évidemment, les enfants seuls ne sont pas touchés. C'est-à-dire que les parents aussi vont être touchés, quoi. Et ce que j'ai bien aimé dans ce récit, comme je vous l'ai déjà dit, c'est qu'on est dans de l'horreur extrême. C'est comme ça qu'on la qualifie, en tout cas en anglais. Donc de l'horreur gore, graphique, difficile à lire. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est dans de l'horreur qui pose une narration, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du dégueulasse pour du dégueulasse, il y a vraiment un scénario qui est réalisé, une belle narration qui est faite, des personnages bien construits, t'as envie de connaître la suite, et c'était franchement intéressant. Après évidemment, gros trigger warning, hein, si vous êtes extrêmement sensible à tout ce qui est violent, aux scènes graphiques, voilà, je ne vous le conseille vraiment pas, mais moi j'ai passé un très très bon moment, même si j'ai dû lire d'autres livres en même temps, parce qu'en fait c'était tellement dur qu'il fallait que je change de lecture de temps à temps, parce qu'il fallait que je respire, quoi. Donc c'est pas un récit que j'ai pu faire d'une traite, mais ce fut un récit très intéressant pour autant, voilà, assez sympa dans l'horreur, quoi. J'ai ensuite lu Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, là aussi un classique qui ne m'a pas conquise du tout. Dans Mrs. Dalloway, on va être dans les pensées d'une jeune femme, dans les pensées de la journée d'une jeune femme, une jeune femme qui est une bourgeoise, qui réalise des petits dîners mondains. Et donc on va suivre un petit peu ses torpeurs, sa tristesse, sa colère, son désespoir, tous les sentiments qui lui traversent la tête. Et je n'ai pas du tout aimé, c'est un récit que je n'ai pas terminé. Voilà, ça, on est dans cette catégorie-là, quoi. C'est-à-dire un récit qui m'a tellement barbé, voilà, que j'ai pas fini en fait. Qui m'a tellement ennuyée que je ne l'ai pas terminé. En fait, ce que j'ai trouvé difficile dans ce récit, qui est Mrs. Dalloway, qui est un classique absolu, et je suis très déçue de ne pas avoir aimé, parce que, vous savez, il y a ces livres, t'as envie de les kiffer, et en fait, tu les aimes pas. Et t'es dégoûté parce que, voilà, c'est des classiques, et t'as envie d'être comme tout le monde, et de dire, oh, c'est un chef-d'œuvre. En fait, c'est pas le cas du tout. En fait, ce qui m'a dérangé, moi, c'est la structure du texte. Il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de retour à la ligne. Tout est très compact. T'es dans la tête d'une jeune femme, c'est très oppressant. C'est très... voilà. J'avais énormément de mal à avoir envie de reprendre le livre pour lire la suite, ce qui n'est pas bon signe me concernant. Et là, ça a vraiment été le cas. C'était très laborieux, très compliqué. Et puis, je ne me suis pas reconnue non plus dans le personnage de cette jeune femme, évidemment, qui mène une vie de bourgeoise assez particulière. Je me suis pas retrouvée dans ce récit, je me suis pas retrouvée, et donc du coup forcément, je pense que c'est ce qui a péché et ce qui a fait que je n'avais pas envie de lire la suite, tout simplement. Autre lecture que j'ai effectuée, Vampire tome 2 de Suehiro Maruo, donc j'ai lu la suite de Vampire, et patatras. C'est-à-dire que j'ai adoré le tome 1, ça a été une révélation pour moi, ça a été exceptionnel, j'ai kiffé, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis j'ai lu le tome 2, c'était pas mauvais, hein, c'était franchement pas mauvais, mais j'ai pas été conquise comme dans le tome 1, donc malheureusement, hélas, alors que je pensais que ce serait peut-être mes mangas préférés, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, tant pis. Comme je vous l'ai dit au début de cette update, je pense que la plume de Suehiro Maruo n'est pas faite pour moi, et il faut l'accepter. Ensuite, j'ai lu Drémence de Morgan Stankiewicz et Amarian. Ça a été une lecture extraordinaire, c'était génial. C'était génial. Ça, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. J'ai participé à la campagne Ulule parce qu'en fait, moi, le résumé de cette histoire me hypait énormément. On y parle évidemment d'enfer, d'une histoire qui me faisait penser au mythe d'Orphée et Eurydice,
voilà, on me parlait beaucoup. Voilà. Quand j'ai lu le résumé, j'étais là, mais c'est pour moi ça. Et donc du coup, j'ai participé à la campagne Ulule et je l'ai enfin reçu. Donc j'étais trop heureuse. C'est un livre, déjà je vous montre la forme bien sûr, qui est entièrement illustré. Voilà, il est entièrement illustré. Mais quand je vous dis entièrement, c'est on a des illustrations qui jonchent absolument tout le récit, des pages toutes noires. Cette version est absolument magnifique. Moi, je suis subjuguée. Voilà. Pendant toute ma lecture, j'ai été subjuguée. On va suivre notre petit personnage. Notre personnage, il est un peu particulier. On comprend tout de suite, si vous voulez, qu'on est dans un monde futuriste, assez chelou, avec de la magie, des forces occultes, etc. Quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Mais un monde dans lequel t'as pas envie d'être, tu vois. C'est un monde vraiment... peu de place à l'espoir. Peu de place à l'espoir dans ce monde. Et en fait, notre cher homme... que l'on suit, il est à la merci d'une personne qui est au-dessus de lui, en fait, et avec laquelle il a conclu un pacte, parce qu'il aimerait sauver sa fille. Voilà, il aimerait sauver sa fille. Sa fille, elle s'est retrouvée en enfer, et il aimerait bien la sortir de là, la sauver et la ramener dans son monde, en fait. Et c'est génial. En fait, si vous voulez, c'est tellement... C'est le genre de roman que j'adore, parce que t'ouvres la première page, et immédiatement, t'es transporté dans un autre monde. Et ça, c'est la beauté de la lecture. Ça, c'est la beauté de la lecture. Ça, c'est la force... c'est la force de ce texte et c'est la force de ce roman. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu Abarat de Clive Barker. Voilà, c'est des sentiments que tu ressens pas souvent quand tu ouvres un livre. Et là, je l'ai ressenti quand j'ai lu Drémence. C'est-à-dire ce sentiment de putain, ça y est, t'ouvres ton livre, t'es dans le livre, quoi. T'es happé dans le livre, on peut plus t'en sortir, c'est terminé, tu es dans ton histoire et tu es à fond, quoi. Donc un sentiment absolument incomparable à la lecture de ce livre, qui franchement m'a transporté. Allez-y, que dire de plus? Allez-y, si vous voulez une histoire de magie noire, de forces occultes, d'enfer, dans un monde futuriste très très sombre, allez-y, quoi. Allez-y. Franchement, que dire de plus? Parce que ce fut extraordinaire, ça. Ce fut extraordinaire. J'ai lu ensuite If We Were Villains de M.L. Rio, avec mon sublime accent anglais. C'est un livre qui me faisait extrêmement envie, et pour autant, mais en fait, c'est surtout pas ça. Je pense que ce qui a fait ma déception, c'est que c'est un livre qui a été victime d'une énorme hype. C'est un livre que tu vois partout sur TikTok, c'est un livre que tu vois partout sur YouTube, c'est un livre que tu vois partout sur Goodreads, c'est un livre que tu vois partout en fait. Donc du coup, toi quand tu y vas, tu te dis ça va être trop bien. Et puis t'es déçu, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. On est dans un livre à la Dark Academia, c'est-à-dire vous connaissez les histoires de Dark Academia, t'es avec un groupe d'étudiants, il y a un meurtre chelou, on va essayer de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et là nous sommes avec des étudiants de théâtre, des comédiens, n'est-ce pas, et beaucoup de références à Shakespeare dans ce récit, etc. Et j'ai pas aimé, quoi. J'ai pas aimé, et je l'ai pas fini. Là aussi, on est dans un récit que je n'ai pas terminé. Moi, je n'ai aucune honte à dire que je n'ai pas fini un livre. Je suis désolée. Moi, je lis pour le kiff. C'est comme quand tu regardes un film. Si tu te fais yesh, tu vas enlever. Quand tu regardes une série, si tu te fais yesh, tu vas enlever. Moi, si je me fais yesh en lisant un livre, je le ferme et je lis autre chose. Et c'est ce qui s'est passé pour ce livre-ci. Je n'ai pas été conquise. L'écriture m'ennuyait beaucoup. Beaucoup de références à Shakespeare, alors que pourtant j'adore Shakespeare, mais qui là m'ont profondément ennuyée. Je suis pas gentille. Hein. Oh, je suis pas gentille quand je dis ça. Il y a beaucoup de gens qui comparent ce récit au Maître des Illusions de Donna Tartt. Moi j'ai trouvé que c'était un peu une version cheap du Maître des Illusions. Voilà. Je suis désolée pour les gens qui ont adoré ce livre, parce que vous avez été nombreux à me dire « mais moi j'ai adoré ». Comme quoi les goûts et les couleurs, effectivement. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, malheureusement. Et je n'ai pas la science infuse, hein, je vous l'ai déjà dit, mon avis n'est pas l'avis sacré, quoi. Enfin, franchement, genre, voilà, quoi. Je suis passée complètement à côté, hein, ça se trouve. Hein. Et puis, je l'ai pas fini. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Là, les livres que je vous présente dans cette update que j'ai pas fini, il faut quand même prendre en considération le fait que je suis pas allée jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré If We Were Villains pour la fin. Parce que la fin est extraordinaire, paraît-il, mais je n'ai pas lu la fin. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, si ce n'est que raté. Et là, je vous présente une pépite. Une pépitasse. Franchement, quelle lecture.
J'ai lu Nosferatu de Joe Hill. En plus, figurez-vous, j'ai lu Nosferatu durant la période de Noël. Ce fut extraordinaire. On est parfaitement dans le thème, c'est extraordinaire. Je sais que Nosferatu a été adapté sur Prime Video en série. Je n'ai pas regardé la série, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais le livre, waouh, c'était tellement bien. Oh là là, c'était tellement bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Voilà, on va dire Dremance et Nosferatu sont vraiment les deux coups de cœur de cette update. Si je devais vous dire d'en lire parmi ceux que je vous ai présentés là aujourd'hui, ce serait Dremance et Nosferatu. Ouah, c'était trop bien. C'était trop bien. On va suivre en fait Vic. Vic, c'est une jeune enfant. Elle va souvent sur sa bicyclette se balader. Et en fait, alors qu'elle va sur sa bicyclette se balader, il y a un pont qui apparaît. Et elle peut se téléporter, quoi. Elle peut se téléporter là où elle veut, tranquille, Vic, elle est bien, quoi. Voilà, elle se rend. Et en fait, elle va chercher des objets perdus. Ses parents, ils s'embrouillent parce qu'ils ont perdu une photo ou parce qu'ils ont perdu un truc. Et ben elle va le chercher grâce à ce pont. Elle va le chercher grâce à ce pont parce qu'elle a une capacité spéciale. Mais en fait, sur sa route, nous avons un autre homme qui a aussi une capacité spéciale et qui, en fait, s'appelle Charles. Et Charles, il aime bien enlever des enfants pour les conduire à Christmasland, un monde dans lequel, selon ses dires, les enfants ne connaîtront que le bonheur absolu et ne pourront jamais être malheureux. Il les enlève aux griffes de parents malsains afin de les amener dans son monde. Et Vic, en fait, tout au long de sa vie, quelque part, on va lui parler de cet homme, de ce qu'il fait, et on va lui dire, évidemment, que inexorablement son destin est de se retrouver confronté, à un moment donné, à cet odieux personnage, ce sombre personnage, et on a quelque part une sorte de combat entre le bien et le mal, et j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Comme ça donne peut-être pas forcément envie quand je vous fais le résumé, parce que moi, j'ai mis taquet de temps à le sortir de ma bibliothèque, parce que justement, je me disais, oula, est-ce que l'histoire, elle est pas un peu trop perchasse pour moi, tu vois? Ben non, c'était trop bien. C'était trop bien. C'est glauque. T'as des scènes vraiment... Putain, c'est... Comment vous expliquer? T'as des scènes qui sont franchement hallucinantes. Et c'est unique. Moi, c'est ça que j'ai adoré. Comme dans Dremance. Moi, c'est ça que j'aime lire. C'est des bouquins d'horreur, des bouquins de fantastique où tu te dis « Ah là là, ben j'ai jamais lu ça nulle part ailleurs. » Et bien là, c'était le cas, tu vois. Dans Nosferatu, c'était le cas. Tu te dis « T'as jamais vu ça nulle part ailleurs. » Et franchement, une pépitasse, une merveille. C'est haletant. Et ce qui est dingue, mes amis, c'est que Nosferatu, on est sur 900 pages, hein, quasiment. Je ne les ai pas vues passer. Je n'ai pas vu passer ces 900 pages. Où sont passées ces 900 pages? Excusez-moi. Et ça, c'est la force. Ça, c'est la force aussi. Que je vous parlais d'une autre force avec Dremance, mais ça aussi, c'est la force d'un bon récit d'horreur. C'est quand le truc fait quasiment 1000 pages et toi, t'es là et tu peux plus t'arrêter et en fait, tu ne vois pas les 1000 pages passer. Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Une capacité révolutionnaire. J'ai lu également Dragonhead, tome 2 de Minetaro Mochizuki. Le tome 2 de Dragonhead que je vous sors de ce pas, dans ces magnifiques éditions colossales qui ne sont pas sans laisser penser à celle de l'attaque des Titans, je le dis à chaque fois, mais ça me fait penser à ça. Ce tome 2, dans lequel nous allons suivre donc notre personnage féminin et masculin, des adolescents, qui se retrouvent dans une apocalypse totale, le monde a été dévasté. Dans ce tome 2, ils sortent enfin de leur conduit de métro pour aller découvrir ce qui se passe à l'extérieur. Ça a été un très bon tome. De toute façon, c'est une relecture pour moi, Dragonhead. Donc je connaissais déjà. Si vous avez envie de lire un manga post-apo, alors là par contre attention, très peu d'espoir dans ce manga post-apo. C'est pas voilà, il y a très peu de place à l'espoir. C'est très sombre. Les personnages sont tous horribles les uns envers les autres. L'être humain est ignoble. Voilà, dans une situation d'apocalypse, c'est ce qui est montré dans ce manga. Mais je vous le conseille si vous voulez lire un petit manga post-apo. Ensuite, donc, la dernière lecture que j'ai effectuée dernièrement, c'est La 9e maison de Lee Bardugo, là aussi dans le cadre du challenge de la crypte. Comment dire? C'est pas une mauvaise lecture, tu vois. Mais je suis trop déçue, là. Là aussi, je suis désolée, arrêtez. Arrêtez, cessez. Cessez de faire une hype de dingue sur des livres pour qu'ensuite on ait envie de les lire et finalement quand on les lit on se sent nul parce qu'on n'a pas apprécié. Enfin, ça suffit, vous n'avez pas le droit de faire des choses comme ça. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et donc là c'est ce qui s'est passé pour La 9e maison. Je voulais aimer, je vous jure, je voulais. Mais en fait c'est mitigé quoi.
c'est pas que j'ai détesté, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Ce serait mytho de dire ça. D'ailleurs, je lui ai mis une note de 3 sur 5 sur Goodreads. Parce que c'est pas non plus un échec global, tu vois. Mais non, c'était pas un coup de cœur, ça. En fait, on suit à l'externe. À l'externe, elle est à Yale parce que, dans une maison, dans la maison l'été, parce qu'elle a un talent particulier qui est celui de voir les morts. Donc elle voit les fantômes, etc. Ce talent particulier va la mettre sur la piste d'une enquête, suite à un meurtre. Et nous, on suit cette jeune fille. Ben, ok. Sur le papier, tu te dis, ça a l'air cool. On est aussi dans un trip à la Dark Academia, tu vois, ici. Donc moi, je me disais, it's for me, it's okay. Eh bien non. Non, mes amis, non. Comment vous dire ? Si je devais vous décrire ce récit, je vous dirais que les 3/4 sont ennuyeux à mourir. J'ai failli m'endormir au moins 6 fois en lisant ce livre, ce qui était incroyable. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à continuer, enfin si, je le sais, c'est la trame. C'est-à-dire que il y a quelque chose dans la trame et dans l'histoire de ce livre qui me donnait envie de continuer à tourner les pages, qui me donnait envie de savoir la suite. Mais c'était d'un soporifique, c'était d'un long, c'était d'un ennuyeux absolument colossal à certains moments, à tel point que je me suis dit, putain, je suis à 2 doigts d'abandonner. Je me suis dit, là, je le sens, je vais lâcher, quoi, je vais lâcher. Et j'ai continué, mais excusez-moi, quel est ce scandale de faire 100 dernières pages, de faire une dernière partie qui, elle, est vraiment bien et te donne envie de lire la suite. Pourquoi vous faites un récit de façon, mais c'est une torture tellement c'est long, durant les 3/4, vous comprenez ? Et ensuite, vous nous faites une dernière partie où tu te dis, I want to know, I need to know la suite, tu vois ? Et je sais même pas si je vais la lire. Je me tâte encore. Je sais pas si je vais la lire, parce que franchement, je me suis tellement ennuyée dans ce livre que je sais pas si j'ai envie de lire la suite. En fait, si vous voulez, c'est un récit qui a quand même des bons côtés, et c'est pour ça que j'ai eu 3 sur 5. Il y a une bonne trame narrative, il y a des personnages bien construits, il y a un récit original, il y a une intention vraiment très intéressante, mais c'est long, quoi. C'est long. Quelle est cette structure qui rend le récit affreusement long ? Une mise en place interminable. Vous avez compris. Un récit qui a des bons côtés, qui a résolument une originalité qui, je pense, est très intéressante, mais qui est d'une lenteur horrible. Pourquoi vous n'avez pas tout fait comme à la fin ? Bref, je cesse. Je vais vous parler du coup de mes visionnages effectués dernièrement. Beaucoup de visionnages sur Netflix surtout, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait envie sur Netflix dernièrement. J'ai regardé Lookism sur Netflix, un animé qui est basé sur un webtoon. C'est ce que j'ai appris en regardant l'animé, tout simplement. Je ne le savais pas, je connaissais pas le webtoon de base, quoi. Et l'histoire m'intriguait pas mal. Mais vous allez voir, je sais pas trop ce que j'en ai pensé en fait. Je suis un peu mitigée. Je sais pas. En fait, dans Lookism, on va suivre un jeune garçon. Ça m'a fendu le cœur, mon Dieu, quand j'ai regardé cet animé. On va suivre un jeune garçon, et ce jeune garçon, il est pas très à l'aise, il a pas trop confiance en lui. Et du coup, il s'aime pas trop, quoi. Il s'aime pas du tout, même, le pauvre. Et en fait, il se fait, en plus de ça, et ça ne l'aide pas à s'apprécier davantage, hein, il se fait harceler complètement. Il se fait harceler par ses camarades, il se fait frapper dans son établissement, etc. Ça se passe très très mal. Et un jour, sa mère s'en rend compte et elle décide de le changer d'établissement. Elle va le changer d'établissement, et ce jeune garçon, un soir, alors qu'il va se coucher, il va se réveiller dans la peau de quelqu'un d'autre. Dans la peau d'un garçon qui a l'allure de quelqu'un de populaire, qui a l'allure des standards de beauté, hein, tout simplement. Voilà, qui correspond aux standards de beauté, dans la norme, on va dire. Et qui du coup, il se réveille dans la peau de ce mec-là, quoi. Et il se dit, mais what the fuck ? Et en fait, dès qu'il s'endort, il a la possibilité de changer de corps un peu comme il le souhaite. Et donc, vous l'avez compris, on va suivre du coup l'histoire de ce jeune garçon qui, alors qu'il était le plus détesté dans son autre corps, va devenir extrêmement populaire dans son nouveau corps. Et en fait, il va mener une double vie, si vous voulez, avec ces 2 corps. J'espère que j'ai été claire, mais... Et je sais pas trop quoi penser de ce manga. À certains moments, t'as un beau message, parce que du coup, ce jeune garçon, quand il va devenir dans la norme, il va, dans son autre corps, il va aider les moins populaires de son lycée à
à l'être et les gens populaires à être plus tolérants envers eux et plus gentils. Et d'un autre côté, je sais pas trop ce que j'en ai pensé en fait. Parce que je sais pas, il y a un message assez paradoxal quoi. Ce truc de tu changes de corps, tout va mieux dans ta vie, voilà, je sais pas, il y a un truc très très ambivalent. Et puis, je vais pas vous spoiler la fin, mais il y a une fin qui m'a laissé un peu, en l'occurrence sur ma fin, où je me suis dit ah ouais non, je m'attendais pas à ça, tu vois. Je sais pas, un message assez paradoxal qui en fait m'a vraiment perdu et m'a fait réfléchir des fois en me disant mais what the fuck, où il voulait en venir en fait. J'ai pas trop compris des fois. Voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis et pour ceux qui l'ont regardé, n'hésitez pas à me dire, mais moi j'ai trouvé ça très chelou en fait. Le message à certains moments me paraissait très bizarre, bref. Voilà. J'ai regardé également Emily in Paris saison 3 sur Netflix. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Ah non, tu regardes ça ?» Eh bien oui, j'ai été prise dans la boucle. Voilà. Évidemment, ce n'est pas du tout la réalité dans cette série. Comme on le sait tous, hein, on n'est pas du tout dans la vie parisienne classique. Nous sommes dans une vie parisienne bien romancée et bien idéalisée, hein, évidemment. Donc voilà, c'est très... à prendre avec des pincettes, mais c'est une série qui m'amuse bien, j'aime beaucoup, j'aime bien le personnage de Sylvie qui est très badass, ouais c'est une série que j'aime bien, moi Emily in Paris j'aime bien, c'est cocooning, c'est rigolo, j'aime beaucoup, voilà, j'ai rien de plus à dire dessus, hein, si ce n'est que j'aime beaucoup. Et alors là les gars, on va parler de quelque chose de sérieux là, pour finir les visionnages, j'ai regardé la saison 2 d'Alice in Borderland les gars. C'était génial, c'était exceptionnel, mon dieu qu'est-ce que c'était bien. Mais je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison 1, je me suis dit, ouf, comment ils vont faire pour faire un truc bien à la saison 2, quoi. Je me disais, comment ils vont faire. Là, c'est une figure de style assez compliquée, tu vois. Putain, qu'est-ce que c'était bien. Oh là là, je peux pas vous en dire plus, hein. Parce qu'il y en a qui n'ont pas vu la saison 1. En gros, Alice in Borderland, c'est un peu une dystopie où t'as des personnages qui vont se retrouver, si tu veux, dans... Ça ressemble à Squid Game, mais c'est pas du tout la même chose. Ça n'a aucun rapport, en vrai. Enfin, c'est juste dans le concept, mais... Et si tu veux, t'as des personnages, ils vont se retrouver dans cette dystopie où ils sont obligés de faire des jeux pour survivre. Voilà, ces jeux leur donnent un certain nombre de jours en plus, et ils sont obligés d'effectuer des jeux pour survivre, quoi. Et donc, nous, on va suivre tout ça, et on va suivre le destin de nos personnages, quoi. Et c'était extraordinaire. Alice in Borderland, si vous n'avez pas regardé encore, c'est extraordinaire. Et là, la saison 2, ça a dépassé toutes mes espérances. Toutes mes fucking mes espérances. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. Je n'en dévoilerai pas plus, mais vraiment, j'ai fini hier soir, donc je suis encore un peu dans l'euphorie en plus. Mais vraiment, putain, mais qu'est-ce que c'était bien. Ouah, je vous le conseille vraiment. Si vous n'avez pas vu cette série encore sur Netflix, allez-y, foncez, allez la voir tout de suite parce que c'était pépite. Extraordinaire. Voilà, j'en ai terminé avec mes petites lectures et mes petits visionnages donc de ces derniers temps. Enfin mes petits, il y en avait beaucoup, hein, la vidéo risque d'être un peu longue, ça m'effraie un peu, voilà, mais bon, je vous ai tout présenté. En ce moment, je suis en train de relire les livres de sang de Clive Barker. J'avais très envie de relire ça, donc voilà, je suis en plein dedans. C'était un de mes objectifs de l'année à venir, de relire les livres de sang de Clive Barker. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous redire ce que j'en ai pensé, en voyant si mon avis a changé ou pas, quoi. Voilà pour ma lecture du moment. J'espère que cet update vous aura plu. Moi, j'ai été très contente de vous présenter tout cela. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.